C'est bon, c'est bon. Alors, on a retrouvé notre Eustache pour la minute résumée. Mais vous l'aviez très bien fait aussi en son Oui, j'ai absence. vu Laurence et tout le monde, oui, c'est vrai. J'ai regardé. Ça devient de plus en plus compliqué hein, quand même, cependant. Ah, Je trouve. Hein. Donc, alors moi j'ai fait le résumé. Alors je vais peut-être pas tout lire parce que c'est très long finalement. Je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de place. Donc, donc vous aviez parlé de la rate donc de l'Abhidharma. Celui qui a retiré. Alors, la rate de l'Abhidharma, donc c'est celui qui a retiré l'ail de la boîte, mais il reste l'odeur. Ils ont retiré donc le voile affectif, les afflictions, l'ignorance fondamentale et les graines, mais pas le voile cognitif, donc c'est l'odeur de l'ail dans la boîte. Donc les tenants du véhicule fondamental disent que le non-attachement mène vers le nirvana et l'éveil. Le nirvana est donc l'abandon des afflictions, les états d'esprit perturbés et malsains. Et les madhyamikas, par contre, disent qu'on observe encore les effets du karma chez ceux qui n'ont plus d'affliction. Alors, il faut dans la doctrine donc, de la vacuité pour devenir des arates. Et donc, on a besoin des membres de la communauté monastique, donc le Vinaya. Et tu avais dit que donc là, quand on parle de terre centrale, c'est une terre où il y a une communauté monastique d'au moins 4 moines ou moniales pleinement ordonnés. Dans les tenants du véhicule fondamental disent qu'on peut instituer une communauté d'arates sans accepter la doctrine de la vacuité, car pour eux, la réalisation des 4 nobles vérités suffit pour atteindre la pleine libération du cycle des existences. Pour les Vaibhashika et les Sautantrika, on réalise donc les 4 nobles vérités et les 16 aspects, et donc cela suffit pour obtenir l'éveil. Donc après, on a parlé des 4 aspects de la première noble vérité, sur les 16, hein. L'impermanence, souffrance, vide, qui n'est pas la vacuité des mayanismes, mais le vide dans les agrégats d'un non-soi permanent, unitaire et autonome. Et le non-soi autosuffisant et substantiel de la personne, donc c'est un soi grossier encore pour les madhyamikas. Après, il y a les vraies origines, donc on est encore dans les 16 sous-parties là. Donc la cause, origine, forte production et condition. Après, il y a les vraies cessations, avec cessation, pacification, excellence, donc état élevé, état suprême, sortie définitive, le renoncement. Alors, dans le renoncement, on sort du samsara, on s'extrait du samsara, mais pas quand on cultive le renoncement. Quand on cultive le renoncement, on n'est pas encore sorti du samsara. Dans les vraies voies, il y a la voie dont la cohérence qui est la plus adaptée et pas la connaissance qui est une mauvaise traduction. Euh, voilà, donc réaliser directement le non-soi pour les écoles fondamentales est cohérent avec les écoles fondamentales pour obtenir les vraies cessations, donc l'élimination de la souffrance, puis l'accomplissement et après la délivrance certaine. Et après, vous êtes revenu sur les 4 premiers, donc l'impermanence, la souffrance, le vide et le non-soi. Donc, pourquoi on médite? Car je suis impermanent, mes agrégats sont impermanents, car ils changent d'instant en instant, et ils sont impermanents, car ils sont produits par les karmas et les kleshas, donc les afflictions. Et donc, cela produit forcément de la souffrance, qui est nécessairement insatisfaisant, donc la souffrance. D'où le deuxième aspect de des premières 4 nobles vérités, donc la souffrance. Donc, on ne s'arrête pas là, car cela, je disais, serait trop pessimiste. Et donc, il faut réaliser le vide et le non-soi et ainsi éliminer les afflictions, l'ignorance fondamentale, le karma contaminé. Et ainsi, on élimine les agrégats qui sont aussi contaminés, donc les souffrances. Euh, Après, vous avez parlé donc du soi grossier et subtil pour toutes les écoles, sauf Shantideva. Il disait donc il y a le soi grossier de la personne, permanent, unitaire et autonome, et le soi subtil de la personne qui est autosuffisant et substantiel. Donc, pour donc les tenants de toutes les écoles, sauf dans celle de Shantideva, dont les Prasangika, Madhyamika, il faut donc éliminer tout cela pour obtenir le nirvana. Mais pour Shantideva, il dit que non, pour lui, tout ça, c'est encore des non-soi grossiers, donc même le subtil, il n'est donc pas assez subtil. Donc, permanent, unitaire et autonome sont grossiers et philosophiquement acquis, et donc ils sont très faciles à réfuter. Parce que donc les animaux, par exemple, eux, ne se saisissent pas du non-soi permanent, unitaire et autonome.
Et de façon innée, on ne va pas se saisir forcément soi-même comme séparer des agrégats, car pour être permanent unitaire autonome, il faut donc être séparé des agrégats, et cela spontanément de façon innée, ben, ça ne se fait pas. Par contre, pour les Prasangika, le deuxième soi est plus problématique, celui donc autosuffisant et substantiel, car il a des aspects innés et acquis. Donc je dis philosophiquement, donc ça veut dire probablement conceptuel, de façon conceptuelle. Donc cela pose un problème pour la partie innée, car comme étant le patron des agrégats et pouvant être perçu comme cela, sans dépendre des autres, cela engendre donc des afflictions grossières. Il faut donc aller plus loin et ôter cette saisie du soi inhérent de la personne. Donc on existe bien sûr quelque part de son propre côté de façon diffuse, parce qu'en fait on pense qu'on existe nous de notre côté de façon diffuse parmi les agrégats. Donc on existe de façon objective sans devoir être désigné par une simple désignation conceptuelle. Les Prasangika disent donc que si on note cette saisie subtile du soi, donc la leur, on enlève l'ail de la boîte. Et si on n'enlève que le soi grossier, alors on ne peut pas obtenir le nirvana et l'éveil. Donc il reste encore le soi subtil et donc l'ignorance subtile associée à d'autres afflictions. Et pour devenir un arat, il faut donc les vraies cessations et donc un état élevé, excellence. Donc la suppression totale et définitive de toutes les afflictions grossières et subtiles. Donc les arats des Vebashika ne sont pas des vrais arats pour les Prasangika car ils n'ont éliminé que les aspects grossiers. Donc la question qui se pose pour moi, c'est donc il y a des classes d'arat, peut-être. Bon, ça, je sais pas, tu en parleras. Pour obtenir un nirvana personnel, il faut éliminer donc un soi autosuffisant et substantiel de la personne, qui est donc le soi subtil pour eux. Mais pour les prasangika, il faut aller encore plus loin et ôter encore quelque chose d'encore plus subtil. Et donc pour sortir du cycle des existences, les prasangika et notamment les prasangika madhyamika, la réalisation de la vacuité est indispensable. Alors, je vais aller un petit peu plus vite parce que sinon ça va être long. Les Prasangika disent qu'il faut réaliser la vacuité de la personne et des agrégats, et donc des phénomènes. Ils disent donc, comme on saisit les agrégats comme existant de façon inhérente et intrinsèque, il y aura donc la saisie de la personne comme existant de manière intrinsèque. Et la saisie des agrégats est la saisie des phénomènes existants de manière inhérente, et cela donc de façon innée, et à cause de cela, on va saisir la personne comme existant de façon inhérente. Et donc, il y a un enchaînement causal en saisissant la base d'imputation de la personne, et donc, on va se saisir de la personne elle-même. Parce que quand on a une sensation, on va la réifier comme attirante ou néfaste, et ces sensations font partie de nos agrégats, et comme on va les réifier, eh bien, on va prendre l'expérimentateur comme existant de manière en soi ou être intrinsèque. Cela car on a saisi les agrégats existants de manière intrinsèque. Donc la cause directe du samsara est la saisie du soi personnel, mais elle existe déjà en filigrane car on a déjà en soi la saisie des phénomènes. Donc, tant qu'il y aura la saisie du soi des phénomènes, eh bien, il y aura la saisie du soi des personnes. Donc, pour les prasangika, il faut donc éliminer les deux soi, et les phénomènes et de la personne. Le Bouddha a dit dans le Sutra du cœur donc que les agrégats, eux, sont vides de nature propre et donc de la vacuité des phénomènes. Car pour la vacuité de la personne, il en a parlé donc lors du premier tour de roue. On doit donc, pour la méditation, aller dans le sens inverse. D'abord, le non-soi de la personne. Donc, quand on est enchaîné dans le samsara, d'abord, c'est le non-soi des phénomènes, puis après, il y a le soi de la personne. Et pour s'en débarrasser, on commence par le non-soi de la personne, puis après, celle des phénomènes. Donc, on fait l'inverse. On passe ainsi d'une réalisation conceptuelle du non-soi de la personne, donc qu'est-ce que c'est qu'une sensation, jusqu'à une réalisation conceptuelle du non-soi des phénomènes. Comme cela, on sait que la saisie de la personne ne pourra pas revenir, car on aura réalisé la vacuité du phénomène qui est imputé, donc la personne, mais on aura réalisé la vacuité de la base d'imputation de la personne. Donc, il n'y aura rien à saisir de manière inhérente. Après, tu as parlé de comment surgissent les afflictions. Donc, c'est la proximité avec l'objet, donc que ce soit attachement ou aversion. Et bien sûr, il y a encore les graines dans notre esprit. Et dès que les conditions sont appropriées, et bien, boum, la rencontre avec l'objet. On a la rencontre avec l'objet. Et il y a une troisième condition, donc c'est l'application mentale inappropriée. Donc, c'est le film qu'on se fait dans notre petite tête. Et cela génère la colère ou autre chose, et donc sera des conséquences. Donc, on doit essayer d'appliquer la vacuité.
Et cela dépend, bien sûr, dépend de causes et de conditions multiples. Donc, il faut trouver une seule cause et condition qui soit un objet d'aversion. Donc, pas malsain en soi-même. Si cela peut être un défi, une opportunité en soi, cela donc remplace l'application mentale inappropriée. Donc, attention de bien certifier l'objet de négation et de ne pas confondre le simple jeu et le jeu inhérent qu'on est en train de chercher et qu'on ne trouvera jamais comme le simple jeu aussi, même si l'un existe comme on en a déjà vu de façon conventionnelle et l'autre non. Donc, après, tu as parlé des 3 modes d'appréhension d'un objet de Lama Tsongkhapa. Donc, appréhender un objet comme existant réellement, appréhender comme existant faussement, et la troisième, qui est appréhendée comme simplement existant en général sans spécifier si elle est réelle ou fausse. Donc, on pense tout simplement à l'objet et on s'arrête là. Donc, les vérités conventionnelles ne doivent pas être analysées ultimement, car sinon, elles seraient associées, souillées à une saisie d'existence inhérente. Et donc, comment faire pour s'en débarrasser? C'est comme on dit, penser à un éléphant rose et on pense à l'éléphant rose. Voilà, c'est comme ça que j'y pense. Donc, il faut laisser telles sans les analyser ultimement, mais conventionnellement. Donc, c'est pour ça que tu as parlé du troisième mode. Donc, notre conscience conceptuelle ne saisit pas nécessairement l'existence inhérente ou la vacuité d'existence inhérente. Donc, pour tous les objets conventionnels, il faut les voir comme des simples objets conventionnels. Et donc, lors des méditations, comme on entend souvent dire, il ne faut rien penser. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, car n'importe quelle pensée ne saisit pas forcément l'existence inhérente, d'où la troisième voie. Donc, il ne faut pas se détourner du problème, mais regarder nécessairement l'absence de l'objet. Donc, être dans un état non conceptuel ne revient pas à réaliser la vacuité, mais s'abstenir de l'existence, de saisir l'existence en soi, n'est pas réaliser l'absence d'existence en soi. Une phrase un peu compliquée là. L'absence de concept dans l'esprit va donc libérer l'esprit, mais c'est faux pour atteindre la pacification ou le nirvana. Donc c'est le contraire, car grâce à l'examen analytique, qu'on comprend donc, tu as donné l'exemple du monstre sous le lit, si on dit qu'il n'y a pas de monstre sous le lit et on ne va pas vérifier, ben, ça ne va pas arranger les choses. Donc après tu as parlé des pulsions, intentions ou motivations. L'arat donc il a une liberté totale et donc ils sont libérés des existences cycliques. Après, tu as parlé des 12 liens et que pour rompre ces 12 liens de production conditionnelle, enfin d'interdépendance, il faut les prendre dans le sens inverse. Et c'est ce que font les arats. Donc, Shantideva dit que pour atteindre l'état d'omniscience et l'éveil parfait du Bouddha, il faut réaliser donc l'énoncé des phénomènes et bien sûr de la personne. Et ça, c'est selon les écritures du Mahayana et pas du véhicule fondamental. Donc, les arhats qui sont libérés du samsara peuvent toujours observer les effets d'empreintes karmiques. Les arhats ont certes tranché l'ignorance, donc le premier lien, mais pas celui des formations karmiques contaminées. Donc, ils n'auront plus de karma, donc ils vont les propulser donc, dans le samsara, même s'il reste encore des empreintes du karma passé, ils ne pourront plus germer, car il n'y a plus de soif et d'appropriation pour que le devenir existe du karma. Donc, comme ils ont éliminé les voiles afflictifs, mais pas les afflictions, même s'ils ont des tonnes de karma, elles ne peuvent plus germer et renaître dans le samsara. Donc, ces graines ne sont pas propulsives, mais peuvent engendrer des sensations désagréables pour eux, et donc qui sont issus du passé. Et donc, tu as donné un exemple du Bouddha qui a, je crois, il y a quelqu'un qui lui a pas donné de la nourriture, et puis je ne sais plus, autre chose encore, comme quoi même lui, il a eu il y a 2 moments en fait où il a eu ces graines qui sont quand même qui lui ont fait engendrer des sensations désagréables. Euh, Par contre, un Bouddha n'a plus de karma, tout est éliminé. Et tu as parlé des upayas, moyens habiles, et l'inéluctabilité du karma. Voilà. Oh, wow. Magnifique. Quel boulot. Bravo. Incroyable. Incroyable, c'est super. Vous dites beaucoup de choses, hein. Oui. Ça travaille. Ce qui est J'ai bien, juste c'est... une Oui, question. oui. Quand il dit le Bouddha n'a plus de karma, c'est du karma contaminé.
Oui. Le karma n'a plus ni karma contaminé, ni non contaminé, en fait. Ok. C'est ce qu'on apprend quand on étudie l'Uttara Tantra, où on a toutes les qualités d'un Bouddha. On dira que les, euh, les Aryas, normalement, les Aryas, ils ont du karma non contaminé, quand ils n'ont plus du tout l'ignorance fondamentale. Ouais. Parce que c'est l'ignorance fondamentale qui contamine. Ouais. Et donc, si l'ignorance fondamentale est totalement éliminée, il y a encore du karma, mais du karma non contaminé. Pour les Aryas qui ne sont pas des Bouddhas. Ouais. Mais pour les Bouddhas, il est tellement au-delà de tout ça qu'il n'y a même plus de karma contaminé ni contaminé. Ouais. Mais il y a toujours des actes, parce que karma, ça veut dire acte. Ouais. Mm. Très bien. Et donc, en effet, cette notion de renoncement dans les 16 aspects, c'est vrai que c'est une traduction un peu frelatée, on pourrait dire. Renoncement dans les 16 aspects, c'est plutôt sortie définitive, Nyeparjunwa en tibétain. Ouais. Donc, bien sûr que comme c'est le même mot pour renoncement, souvent c'est traduit par renoncement. Mais ça ne devrait pas être traduit par renoncement dans ce cas-là, en tout cas dans ce contexte-là. Très bien. Et puis, oui, si les arhats ont éliminé le voile afflictif, ils ont nécessairement éliminé toutes les afflictions et leurs graines. Ouais, ouais, très bien. Ça, et puis, en effet, pour le soi des phénomènes et le non-soi des phénomènes, en effet, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Donc, si la dernière fois c'était un petit peu compliqué, ça risque de l'être un petit peu plus ce soir. Réjouissez-vous! Donc, en effet, on peut dire qu'il y a plusieurs classes d'arats, en fait. Il y a les vrais arats, les vrais de vrais. Parce qu'en fait, chaque école, comme on avait dit la dernière fois, ou une fois dernière, chaque école va considérer ce qu'est la base, ce qu'est la voie et ce qu'est le fruit. Ouais. Base, voie et fruit. Base, c'est la réalité telle qu'elle est, les deux vérités, etc. La voie, c'est comment est-ce qu'on parcourt la voie vers ce fruit, comment est-ce qu'on réalise les différents types de soi, de non-soi, etc. Et le fruit, c'est les différents fruits spirituels qui sont proposés dans la tradition bouddhiste. Donc, soit le nirvana personnel, soit l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ouais. Et donc, bien sûr, chaque école va présenter, va être un GPS en tant que tel, qui va présenter les différentes méthodes pour obtenir différents fruits particuliers. Ouais. Donc, si on prend le point de vue, un point de vue supérieur, Prasangika par exemple, on dira que les arhats, tels qu'ils sont présentés par les écoles précédentes, n'en sont pas vraiment. Et bien sûr, les écoles précédentes diront nos arhats sont des arhats. Puisque pour les écoles précédentes, pour obtenir l'état d'arhat, il faut éliminer le soi, la saisie d'un soi permanent, unitaire et autonome, et autosuffisant et substantiel. Ouais. Et donc, pour toutes les écoles non prasangika, si on élimine le soi subtil de la personne, le soi autosuffisant et substantiel, enfin la saisie du soi, parce que le soi est un non-existant, donc on ne peut pas l'éliminer, mais la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, si elle est éliminée grâce à la sagesse du non-soi, si elle est éliminée définitivement avec les graines, à ce moment-là, pour toutes ces écoles non prasangika, on obtient l'état d'arhat. Ouais. Et pour les prasangika, forcément, ils vont dire bah, c'est pas assez subtil. Vous avez enlevé qu'une partie du problème. Vous n'avez pas éliminé le problème le plus subtil, la saisie d'un soi inhérent de la personne et des phénomènes. Ouais, ça va? Ok, très bien. Donc ça parle surtout, bien sûr, du soi et du non-soi de la personne pour les écoles autres que prasangika pour obtenir le nirvana. Ok. Et donc les écoles mahayanistes, elles acceptent bien sûr le non-soi de la personne, mais aussi le non-soi des phénomènes. Ouais. Très bien. Ok. Et donc quand on parle des phénomènes, ça renvoie principalement aux agrégats. Ouais. Parce que bien sûr que c'est utile de méditer sur la vacuité d'un objet envers lequel on est extrêmement attaché, ou de méditer sur la vacuité d'une situation difficile qui engendre de l'aversion, etc. Bien sûr que c'est utile. Mais c'est vrai que c'est encore plus utile de méditer sur la vacuité des agrégats eux-mêmes, parce que comme tu l'as dit, c'est la base d'imputation de la personne. Ouais. Très bien. Ok. Et donc, dans les écoles mahayanistes, vous savez déjà qu'il y a des points de vue différents par rapport au soi des phénomènes. C'est dans la suite des pages, en fait. Ah, j'ai regardé aussi pour pulsion. Pour pulsion, en tibétain, c'est sepa. Sepa, c'est trishna en sanskrit. Ça veut dire la soif. Ouais. C'est La le soif. huitième, ouais. C'est le 8e lien de production dépendante. Ouais. Ok. Ouais. Très bien.
Et donc, en fait, oui, ils ont traduit par pulsion, mais c'est plutôt soif, la soif irrépressible. C'est une forme d'attachement exacerbé. Ok. Et puis, à un moment donné, ils ont parlé de sentiment aussi, mais c'est plutôt sensation, hein. C'est après la strophe 47, il y a un passage dans lequel il parle de sensation ou des sentiments, mais en fait, c'est plutôt des sensations qu'il s'agit. Donc, c'est juste ça qu'il faut corriger. Et pulsion doit être remplacée par soif. C'est par anti-bêta. Ok, très bien. Et en effet, il y a la nécessité de la réalisation de la vacuité pour la libération du samsara. Ouais, donc ce passage-là qui est très important, ce paragraphe, enfin, ce chapitre, cette section du chapitre, on pourrait dire. Donc sa sainteté parle bien de ça, hein, des 16 attributs des 4 nobles vérités, telles qu'impermanence, en réfutant ainsi le soi en tant que réalité substantielle autosuffisante, etc. Et donc, comme on l'a vu, pour les écoles de véhicules fondamentales, il suffit de réaliser les 16 aspects directement, de manière yogique, pour obtenir l'état d'arat. Et donc, parmi les 16 aspects, comme Stage, tu l'as dit, il y a vide et non-soi. Donc, vide, c'est l'absence d'un soi extrêmement grossier, permanent, unitaire, autonome. Et non-soi, c'est l'absence de personnes autosuffisantes et substantielles. Donc, pour toutes les écoles, et en particulier bien sûr les écoles, pour toutes les écoles autres que Prasangika, et en particulier les écoles de véhicule fondamental, euh, réaliser ces types de non-soi, ça suffit pour obtenir le nirvana. Ok, très bien. Et donc, ensuite, il y a un passage qui s'appelle Compréhension de la vacuité par les Prasangika et les Swatantrika. C'est là où on a du croustillant, on a du praliné. Là, il faut avoir des bonnes dents. Ah, Ok. le sachet servi. Oui, on va t'envoyer des clients. C'est quelle page pour vous, ce passage-là? 104. Compréhension. Combien? 104. 104, d'accord. Très bien. Excellent. Ok, très très bien. Page 104 pour vous. Pour moi, c'est 114. Ok. Compréhension de la vacuité, c'est ça? Oui, exactement. Oui, 104, oui. Très bien. Compréhension de la vacuité par les Prasangika et les Swatantrika. Oui. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? C'est rien que cette phrase-là. Qu'est-ce que ça vous évoque? Quand on parle de Swatantrika. Swatantrika, ça veut dire autonomiste, ouais. Ouais. Ah, ok. Ouais. Donc c'est une sous-école des Madhyamika. Ouais. Donc on a l'école Madhyamaka, l'école de la voie médiane, et on a les autonomistes et les prasangika, et les conséquentialistes, ouais. Ouais, ça évoque quelque chose? Oui, Ouais. oui, oui, mais j'avais confondu avec Sotvantika sur le groupe. Ah non, Swatantrika. Ouais. Svatvantika. Ouais. Swatantrika, ouais. Ouais, Oui. ça vous parle, la distinction? Ok, très bien. Ok, donc c'est venu bien sûr à la suite de Arya Nagarjuna qui a composé le traité du milieu. Et ensuite, il y a eu des commentaires de ce traité. Et tout le monde n'était pas d'accord par rapport à la façon de commenter Arya Nagarjuna. Donc souvent, si vous lisez le traité du milieu, vous voyez que Arya Nagarjuna emploie la conséquence. Il dit si ceci, alors voici la conséquence. Si vous dites ceci, voici la conséquence à l'absurde, bien sûr, c'est la conséquence à l'absurde. Donc il prend une thèse et la retourne contre elle-même. Ouais. Ouais, ça vous parle? Très bien. Par exemple, si quelqu'un vient dire à Arya Nagarjuna, le son est permanent. Hein, c'est ce qu'on disait souvent chez les tenants de certaines écoles non bouddhistes à l'époque. On pensait que le son était permanent. Donc si un tenant vient dire ça à Arya Nagarjuna, il va dire, votre son qui est permanent, il s'ensuit nécessairement qu'il n'est pas produit. Ouais, parce que si c'est permanent, ça ne peut pas être produit. Ouais. Ouais. Ça joue. Donc c'est une conséquence à l'absurde. Ouais. Ou si on disait, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ok. On pourrait dire que si c'est une déité, il s'ensuit que c'est nécessairement une déité bouddhiste. Si quelqu'un disait, par exemple, n'importe quelle divinité qui est représentée sur une peinture est nécessairement une divinité bouddhiste. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on apporterait comme conséquence? L'absurde. On dirait. Pas... Toutes les déités seraient bouddhistes. Voilà, exactement. On dirait, il s'ensuit que
toutes les personnes de ce monde sont toutes les personnes religieuses sont nécessairement des bouddhistes. Toutes les personnes qui ont des peintures qui représentent des déités sont nécessairement bouddhistes, etc., etc. Donc, bien sûr, on prend un point de vue et on le retourne contre lui-même. Ok. C'est le même principe, hein. Imaginons quelqu'un dise, ça c'est vraiment le tout premier débat quand on étudie les débats en philosophie bouddhiste. Quelqu'un dit si c'est une couleur, c'est nécessairement blanc. Ouais. Ou si c'est une couleur, c'est nécessairement rouge, etc., etc. Donc forcément, les conséquences, c'est voilà, si toutes les couleurs sont nécessairement rouges, il s'ensuit que la couleur d'un papier blanc est nécessairement rouge. Il n'y aurait que Ouais. de rouge. Voilà, que toutes les couleurs seraient rouges. Ouais. Donc c'est une conséquence à l'absurde. Ouais. Ok. Et les autonomistes, les swatantrika, vont dire non, il faut employer des syllogismes autonomes. Ouais. Pour prouver à quelqu'un que le son est impermanent, on va lui dire il s'ensuit que le son est impermanent parce que il est produit. Ouais. Et donc cette personne va accepter une forme d'inhérence, une forme d'autonomie du son, de l'impermanence, de la production, une autonomie entre la raison et le prédicat, entre la raison et le sujet, etc., etc. Ouais. On en revient à ce qu'on a fait vendredi soir. Voilà. Comme quoi tout est lié. Hein? Hein? On Rien l'a vu, rien n'est étudié de manière isolée, etc. Il y a toujours un lien avec le reste. Ouais. toujours. Très bien, c'est super. Donc en effet, les autonomistes, on les appelle comme ça, on pourrait dire même les inhérentistes, parce qu'ils acceptent l'existence inhérente, conventionnellement. Ouais, ok. Eux, ils disent, ben non, pour prouver que le son est impermanent, il faut employer un syllogisme autonome. Et donc, ça fait partie des commentateurs de Arya Nagarjuna. Il y avait Acharya Bhavaviveka qui disait il faut employer des syllogismes autonomes. Et donc, ils étaient appelés autonomistes. Alors que les Prasangika disent non, on peut employer simplement la conséquence et on n'a pas besoin de prendre à notre propre compte la thèse qu'on est en train de réfuter. Ouais. Parce que si, imaginons que ok, on va essayer de voir déjà ce que dit Sassante. Très bien. Donc il dit, quand on cultive la compréhension de la vacuité, il est important de savoir que les diverses écoles philosophiques bouddhiques appréhendent cette notion de manière différente. Bon, ça, je pense que vous l'avez bien compris. Ok. Les Madhyamika Swatantrika, donc c'est inversé, là, on va en sanskrit, c'est les Swatantrika Madhyamika, affirment que tous les phénomènes sont dépourvus d'existence véritable. Mais que veulent-ils dire par là? Ok. Que veut dire existence véritable pour eux? L'existence véritable, c'est... ok, on va essayer de voir un petit peu la suite. Bien qu'ils réfutent la notion d'existence inhérente ou d'existence intrinsèque, là c'est pareil. Existence inhérente, existence intrinsèque, ça veut dire que la table, si vous avez une table, vous essayez de chercher ce qui est vraiment la table, vous allez la trouver dans ses parties. Ouais. Pour les swatantrika. Ça veut dire que pour les swatantrika, si quelque chose existe, ça doit exister de manière inhérente. Si on le cherche vraiment, on doit trouver quelque chose. Ouais. Alors que bien sûr, vous avez déjà parfaitement compris que pour les prasangika, c'est impossible. Plus on va zoomer, moins on va trouver. On va trouver. Exactement. Alors que pour les autres, si on zoome et qu'on ne trouve pas, c'est comme si c'est comme si tout revenait au nihilisme. Si on zoome et qu'on ne trouve pas la table, pour eux, c'est comme si elle n'existait pas du tout. Comme si elle était une pure illusion. Ouais, alors que la table n'est pas une pure illusion. Elle existe comme une illusion, mais n'est pas une simple illusion. Ouais. Ok. Donc les swatantrika, s'ils cherchent quelque chose, ils doivent le trouver à un moment donné. S'ils ne trouvent rien, ils disent bah, tout simplement ça n'existe pas. Donc quelque chose doit exister de manière inhérente, forcément, au sens conventionnel. Ouais. Donc ils vont dire que la table, elle a 50% de son côté, et en plus, il doit y avoir une conscience qui n'est pas distordue. Et cette conscience va venir valider l'existence inhérente de la table. Ouais. Ils vont dire que, exactement comme les prasangika, ils vont dire que tout ce qui nous apparaît comme si ça existait de manière inhérente. Ouais. Ça joue? Très bien. Et les swatantrika vont dire, bah, c'est OK, puisque les tables existent de manière inhérente, les personnes existent de manière inhérente. Donc ça apparaît comme existant de manière inhérente, et comme c'est validé par une conscience non défectueuse, eh ben, ça existe de manière inhérente, conventionnellement, tout va bien. Ouais.
Très bien. Les prasangika vont dire qu'il y a une apparence d'existence inhérente, mais c'est une apparence distordue. Il n'y a pas d'existence inhérente. Ouais, ça joue? Ok, génial. Très bien. Pour revenir au Swatantrika, si, si la table avait ses 50% de son côté et qu'on détourne l'esprit et qu'on ne valide pas ces 50%, c'est comme si elle avait 100% de son côté. Ce serait ça l'existence véritable. Ouais. L'existence véritable, c'est un petit peu comme si vous allez au cinéma 3D et vous mettez des lunettes 3D. Donc vous voyez une méduse en train de flotter dans l'espace devant vous. Ouais. Ok. Donc ça vient du côté de l'écran, mais ça vient aussi du côté de vos lunettes 3D. Ouais. Donc ça veut dire que conventionnellement, l'écran c'est 50%, la méduse existe 50% de son côté, et vous avez vos lunettes qui viennent valider l'existence de la méduse quelque part dans l'espace devant vous. Ouais. Là, tout va bien pour les Swatantrika. Ça veut dire l'existence conventionnelle, l'existence inhérente conventionnelle. L'existence véritable, c'est comme si la méduse flottait dans l'espace devant vous, même si vous enlevez vos lunettes 3D. Ouais. Est-ce que c'est possible? Non, quand on enlève les lunettes 3D, on voit juste un écran un peu brouillé, un petit peu flou, quoi. Ouais. Et donc, les Swatantrika disent, la méduse, si elle existait de manière véritable, ce qui n'est pas le cas, mais si elle existait de manière véritable, elle continuerait de flotter dans l'espace devant nous, même sans les lunettes 3D. Ça veut dire totalement de son propre côté, de manière inhérente, ultime. Ouais, de manière inhérente, ultimement. Ce serait ça l'existence véritable pour eux. Ouais. Ça vous Ok. parle? Oui. Ok, très bien. Et donc, si on prend la table, ça revient au même. Pour la table, elle a 50% de son côté, et nous, on a une conscience non défectueuse qui vient valider cela, qui perçoit une table inhérente. Tout va bien, elle existe là, cette table inhérente existe conventionnellement. Pour les Swatantrika, c'est comme ça. Et donc, ils disent l'existence véritable, c'est si la table existait de manière inhérente, sans qu'une conscience vienne valider cela. Donc, c'est comme si elle avait une existence inhérente ultimement. Pas conventionnellement, mais ultimement. Ouais, ça joue? Pour Ça, nous, c'est pour- Oui, Axel? pour les prasangika, la table inhérente, elle n'existe pas, elle fait partie des non-existants. Tout à fait. Oui. D'accord, parce que je suis en train de me perdre un peu là. Oui. Les Swatantrika, eux, et n'importe quel non-prasangika, va dire tout ce qui existe existe de manière inhérente. Ouais. Tout ce qui existe, si on le cherche, on doit pouvoir trouver quelque chose. Il n'y a que les prasangika qui sont spécifiques, Qui qui ne disent trouve rien, qu'ils ne d'accord. trouvent rien ultimement. Ouais. Ok. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que pour les prasangika, trouver une table conventionnellement, ça joue. Par contre, une table inhérente, même conventionnellement, ça ne joue pas. Une D'accord. table inhérente, ça n'a jamais existé pour les prasangika. Une table apparaît comme si elle existait de manière inhérente, mais cette apparence est totalement distordue. C'est l'ignorance, hein, d'accord. Oui, exactement. Ça, c'est dû au voile cognitif. C'est dû aux empreintes de l'ignorance. Ouais. On est tellement habitué à saisir l'existence inhérente que même le jour où on aura enlevé l'ail dans la boîte, on aura toujours cette apparence d'existence inhérente. On aura toujours cette odeur de l'ail dans la boîte. Enfin, on l'aura jusqu'à un certain point. Ouais. D'accord. Et Ça ça, joue? c'est inné. C'est ce qui est inné, Oui, tout à fait. cette ignorance. D'accord. Exactement, c'est inné, ouais, exactement. Mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Hein. Si par exemple, vous regardez un truc qui vous plaît, un paysage, je sais pas moi, un truc très, très sympa qui vous plaît bien, euh, nécessairement, ça apparaît comme si ça existait de son propre côté, ouais. Ça apparaît comme si c'était super de son propre côté, sans dépendre de nos empreintes qui nous font aimer cela, ouais. Comme si c'était de son propre côté, super ou désagréable ou neutre, etc., etc. Mais même s'il y a cette apparence-là, comme on l'avait vu avec les 3 modes d'appréhension, on ne saisit pas nécessairement cela. Ouais, quand on pense à quelque chose, on peut tout simplement penser à la simple table. Ouais. Oui. Ouais. Donc c'est pourquoi les prasangika disent conventionnellement, il y a des simples tables et on peut penser simplement à la simple table. Tout va bien. C'est pourquoi Acharya Chandrakirti disait les vérités conventionnelles ne sont pas à analyser ultimement. Donc ça veut dire que conventionnellement, on a des vérités conventionnelles et on ne les saisit pas nécessairement comme existant en soi. On ne les saisit pas comme existant exactement telles qu'elles se montrent, de manière inhérente. C'est simplement désigné. Oui, c'est simplement désigné. Exactement. C'est C'est-à-dire que une table existe conventionnellement, ça veut dire de manière nominale. Ouais. Oui. Donc, la table existe, mais pas dans ses parties, pas dans sa base d'imputation.
Et comme elle existe au travers d'une simple imputation faite en dépendance de cette base d'imputation. Ouais. Oui. Et de l'esprit. Exactement, l'imputation, elle est faite par une conscience, ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut tout le packaging. Il faut la base d'imputation, il faut l'imputation elle-même, et il faut bien sûr un esprit, une conscience qui fasse cette désignation, ouais. Oui. Donc là, on a un packaging qui est valide conventionnellement pour les prasangika. Très bien, et donc ça évacue toute possibilité d'existence inhérente, que ce soit ultimement ou conventionnellement. Les prasangika disent qu'il n'y a pas d'existence inhérente du tout. Alors que les swatantrika disent qu'il n'y a pas d'existence inhérente ultimement. Ouais. Oui, mais ça, c'est pas logique. Et ça, c'est pas logique. Pardon, pour moi. Oui. Exactement. Oups. Exactement, parce que, en effet, les prasangika disent si votre table existe de manière inhérente conventionnellement, ça veut dire qu'elle existe de manière inhérente, tout simplement. S'il y a une inhérence, quel besoin a la table d'être validée par une conscience, puisqu'elle existe de manière inhérente. Ouais. Elle existe de son propre côté, de manière purement objective, etc. Ouais, ça joue. Waouh, magnifique. Magnifique. Mais pourtant, ce qui est libérateur, justement, c'est bien de ne pas saisir quelque chose qui existe de son propre côté. En fait, plus que s'abstenir de saisir quelque chose qui existerait de manière objective, c'est réaliser que ça n'existe pas de manière objective. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Simplement s'abstenir de penser à l'existence inhérente, ce n'est pas libérateur. Ouais. Il faut penser ou réaliser l'absence d'existence inhérente. Ouais. C'est comme le monstre sous le lit. Le monstre sous le lit, simplement s'arrêter de penser qu'il y a un monstre sous le lit, ça ne suffit pas. Il faut réaliser l'absence du monstre sous le lit. Ouais. Ça joue? D'accord. Oui, en fait, tout ce qui nous apparaît, ça n'existe que conventionnellement, en fait. C'est simplement désigné. Dans ce cas. Oui, exactement. Tout ce qui nous apparaît, en fait, il y a en effet une table. Par exemple, une table nous apparaît comme si elle existait de manière inhérente. Oui. Oui. Très bien. Donc la table existe, parce que pour apparaître d'une certaine manière, il faut exister. Ouais. Conventionnellement. Un non-existant ne peut pas apparaître. Tout à fait, oui. L'apparence d'un non-existant existe. Ouais, l'apparence d'un non-existant existe. Mais le non-existant, lui, ne peut pas apparaître. D'accord. Ouais. Très bien, magnifique. Ça, c'est super. Un non-existant ne peut rien effectuer, ne peut rien faire, ne peut être l'agent d'aucune action d'apparaître puisqu'il n'existe pas. Ouais. Par contre, l'apparence d'un non-existant est possible. On peut percevoir un mirage, on peut percevoir une montagne enneigée qui est bleue alors qu'elle est blanche, etc. etc. Ouais. Ok. Donc l'apparence distordue existe. L'apparence d'existence inhérente existe. L'existence inhérente, pas, hein, n'existe pas du tout. Mais l'apparence d'existence inhérente existe. Et qu'est-ce qui... Non, mais c'est bien le problème, c'est cette apparence d'existence inhérente. Exactement. Exactement. Et donc, en effet, l'apparence elle-même existe, mais elle doit être éliminée grâce à toute cette voie spirituelle, etc. Par contre, la table, on n'y touche pas. La table qui apparaît comme existant de manière inhérente, elle, on n'y touche pas, parce que c'est un existant. La table conventionnelle apparaît comme si elle existait de manière inhérente, alors qu'elle est dénuée d'existence inhérente. D'accord. Ouais. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Très bien. Donc, là, il parle toujours, il parle des swatantrika, ok. Bien qu'il réfute la notion d'existence intrinsèque, d'existence véritable, hein. Ouais, ok. Bien qu'il réfute la notion d'existence véritable, il déclare que tous les phénomènes possèdent une sorte de nature en soi, donc de nature inhérente, de nature intrinsèque, etc. Swabhava en tibétain, en sanskrit, pardon. Et accepte donc un certain degré d'existence objective. Ouais, l'existence objective, inhérente, intrinsèque, c'est équivalent. Il situe cette nature propre ou mode d'être par rapport à une cognition non trompeuse. Ouais, c'est ça qu'on avait dit. Une cognition non trompeuse. C'est-à-dire que la table, pour les swatantrika, apparaît de manière inhérente à une perception visuelle. La perception visuelle ne se trompe pas, donc elle ne se trompe pas par rapport à l'inhérence de la table. Ouais. Ils vont dire que la conscience visuelle, non seulement elle appréhende la table, mais en plus elle appréhende le mode d'être de la table, qui donne l'impression d'exister de manière inhérente. Et ils vont dire, puisque c'est une conscience qui ne se trompe pas, elle ne se trompe sur rien du tout.
ni sur la table, ni sur le mode d'être inhérent de la table. Ouais. Alors que les Prasangika disent ça, c'est totalement erroné. C'est totalement erroné, cette apparence d'existence inhérente. C'est totalement erroné, c'est totalement distordu. Donc, les deux écoles acceptent que l'inhérence se manifeste, ou que la table se manifeste comme si elle était de manière inhérente. Les deux écoles acceptent cela. Mais les Swatantrika disent ça joue, conventionnellement, c'est OK, tout va bien, la table existe de manière inhérente puisqu'on la perçoit comme cela. Les Prasangika disent pas du tout, c'est une erreur. Ouais. Bravo, très bien. Il situe cette nature propre, ok. Ainsi soutiennent-ils, il n'y a pas de mode d'être qui existe de façon autonome et indépendante de l'esprit qui perçoit. Donc ça veut dire que la table existe de manière inhérente, mais il faut quand même qu'il y ait une conscience non défectueuse qui vienne valider cela. Ouais, il faut les lunettes 3D. S'il n'y avait pas les lunettes 3D, à ce moment-là, ce serait une existence inhérente, une existence véritable. Ouais, ce serait une existence inhérente de son propre côté. Ok. Très bien. Cependant, parce que les phénomènes possèdent une nature, une certaine forme de réalité objective, ou de réalité inhérente, les perceptions valides sont forcément considérées comme non trompeuses. Ils disent, la table apparaît de manière inhérente et tout va bien. C'est une condition valide qui appréhende cela. Les Prasangika Madhyamika, au contraire, réfutant la notion de nature en soi, de nature inhérente, intrinsèque, etc., déclarent que les phénomènes ne possèdent pas de nature intrinsèque ou de mode d'être objectif. Ouais. Très bien. Très bien. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment la subtile nuance qu'il y a entre l'existence véritable des Swatantrika et l'existence véritable des Prasangika. Ouais. L'existence véritable des Swatantrika, c'est une existence inhérente sans qu'une conscience vienne valider cela. Ce serait la méduse qui flotte dans l'espace sans les lunettes 3D. Et les Prasangika disent, l'existence véritable, c'est déjà votre inhérence conventionnelle. Au Swatantrika. Votre inhérence conventionnelle, nous, on n'en veut pas. Elle n'existe même pas conventionnellement. Vous vous dites qu'elle n'existe pas ultimement, nous disons qu'elle n'existe pas du tout. L'existence inhérente. Ouais. Wow. Bravo, bravo. Pour les Prasangika, toutes nos perceptions ordinaires sont trompeuses d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres ordinaires, toutes nos consciences sont erronées. Toutes nos consciences sont erronées parce qu'il y a toujours l'apparence d'existence inhérente. Mais notre conscience visuelle, par exemple, en effet, la table semble exister de manière inhérente pour les Prasangika, mais la conscience visuelle n'a pas vocation à réaliser cette apparence d'existence inhérente. Ouais. C'est-à-dire que la conscience visuelle, qu'est-ce qu'elle appréhende? La table, tout simplement. Elle appréhende la table. La table semble exister de manière inhérente, mais la conscience visuelle ne réalise que la table. Ouais. Par contre, la conscience mentale, elle peut saisir ce qui apparaît à la conscience visuelle et elle va dire, OK, la table existe de manière inhérente conventionnellement parce qu'on est dans l'ignorance, tout simplement. Ouais. La conscience mentale, c'est dans cette conscience que se trouve l'ignorance. Ouais. Les consciences sensorielles, elles n'y peuvent rien qu'il y ait une apparence d'existence inhérente. Elles ne sont pas fautives, en fait. C'est juste la conscience mentale qui donne cette impression-là. Ouais. Elle fait comme un filtre, en fait, sur un filtre lumineux, un filtre de couleur sur une lumière, en fait. C'est un petit peu comme ça. OK. Par exemple, notre perception visuelle d'un vase est valide par rapport au vase lui-même, dans la mesure où cet objet existe bien, tout simplement. Cela ne l'empêche cependant pas d'être trompeuse, car elle perçoit le vase comme doté d'une existence indépendante. Elle le perçoit sans le réaliser, parce que comme on l'a dit, la conscience visuelle ne se préoccupe pas du mode d'être du vase. Elle ne se préoccupe que du vase. Donc elle appréhende ou elle perçoit le vase comme doté d'une existence indépendante, comme s'il possédait une sorte de réalité intrinsèque. Ok. Ouais, ça joue. Très bien, très bien. Ok. Au contraire, selon les Swatantrika, cette perception visuelle du vase est non seulement valide par rapport au vase, mais également par rapport à la réalité intrinsèque de cet objet, qu'elle appréhende comme existant objectivement et comme possédant une nature propre. C'est-à-dire que pour les Swatantrika, la conscience visuelle réalise la table ou le vase, mais réalise en plus l'inhérence qui se donne à voir. Ouais. Que la table semble exister de son propre côté, tout va bien, c'est perçu comme ça, c'est une condition valide, donc elle ne se trompe pas. Pas même au regard de ce mode d'être.
Alors que les prasangika disent non, ça c'est pas possible. La conscience visuelle ne se préoccupe que de la table. En outre, la perception, pour être valide, doit être pertinente relativement à la nature inhérente de l'objet perçu. Ça, c'est les swatantrika. Ouais. Ils disent que les tables existent de manière inhérente, donc elles sont perçues comme si elles existaient de manière inhérente, puisqu'elles existent de manière inhérente. C'est-à-dire que si une table a une couleur rouge, elle doit apparaître comme si elle avait une couleur rouge, puisqu'elle a une couleur rouge. Ouais. Et donc, pour les swatantrika, tout ce qui existe de manière inhérente, donc ça doit apparaître de cette manière-là. Et ça doit être réalisé de cette manière-là par les consciences sensorielles. Ouais. Oui. Et du coup, alors, parce que des fois, on vit par rapport aux généralités. Donc, chez eux, il n'y a pas de généralité table, disons, ou vase, ou si. Chez qui? Chez les... Swatantrika. Ouais, Swatantrika. Ouais, ils vont dire qu'en effet, il y a aussi la généralité table. Il y La a, généralité, d'accord. ouais, ils Ah vont oui. l'accepter aussi. Ouais. Tout à fait. Ok. Donc, ça veut dire que ils vont, oui, en effet, ils vont accepter les Mais généralités. ils appréhendent, disons, si la table ou un vase bleu, donc ce vase, il est bleu, et l'autre vase qui est rouge, ça sera, enfin, c'est à chaque fois des phénomènes à part. Oui, exactement. Voilà, ok. Séparés. Et cette séparation, cette différence de nature entre les deux vases va aussi être réalisée comme étant inhérente. Parce que forcément, Voilà. pour eux, ce qui existe de manière inhérente. Donc, ils vont accepter D'accord. des généralités inhérentes, des instances inhérentes, des natures inhérentes. Ouais, exactement. Oui, d'accord. Les consciences visuelles vont réaliser cela pour eux. Ouais. Alors que les prasangika vont dire qu'est-ce qui permet de réaliser le mode d'être d'un phénomène? C'est une conscience rationnelle. Une conscience rationnelle qui peut se préoccuper du mode d'être. Par exemple, la conscience visuelle, elle regarde une table. Est-ce que la conscience visuelle analyse le mode d'être de la table? Non. Non, parce qu'elle est non conceptuelle. Ouais. Donc, C'est juste forme et couleur. exactement. Conscience visuelle. Ouais. On pourrait dire que même une conscience visuelle réalise une table qui est plus que forme et couleur, ouais. Qui est plus que contour et couleur, ouais. On va dire que, ouais. Dès qu'il y a table, on passe dans le concept, non? Alors, certains le diront, mais Ah d'accord, ça dépend encore ouais. des écoles. Ceux qui font une lecture extrêmement rapprochée de Acharya Dharmakirti, par exemple les Sakyapa vont dire que déjà, dire qu'une conscience visuelle réalise une table, pour eux, ce n'est pas valable. Pour eux, une conscience visuelle réalise un contour et une couleur, parce que les contours et les couleurs sont les objets d'appréhension des consciences visuelles. Ouais. Donc les Sakyapa vont dire que la conscience visuelle réalise une table, ça veut dire que la conscience visuelle est conceptuelle, ce qui n'est pas le cas. Alors que les Gelugpa qui interprètent Acharya Dharmakirti peuvent dire une conscience visuelle peut très bien réaliser une table. D'accord. Sans analyser, bien sûr, mais tout simplement, si le contour et la couleur de la table sont une même entité avec la table, si on réalise la couleur de la table, on réalise la table. Ouais. Parce qu'ils apparaissent en même temps. Ouais. Exactement, ils apparaissent à une même perception directe et n'apparaissent pas séparément. Ouais. Très bien. Donc, bien sûr que parfois, ça peut poser question. Parce que, par exemple, le feu, c'est un objet d'appréhension d'une conscience tactile. Ouais. C'est l'objet qui est réalisé par une conscience tactile, le feu. Mais il nous est tous arrivé de voir du feu. Oui. Donc, ça veut dire que le feu est un objet d'appréhension d'une conscience visuelle? Non. Donc, on ne voit pas du feu, là. Ben si. Non, moi je sais maintenant à la définition du. Je m'embrouille entre le vendredi soir, tu me fais, et puis le dimanche. Hein? On voit des flammes, mais On voit des flammes, visuellement, notre Oui, on conscience. voit des flammes visuellement, oui, oui. Mais j'étais maintenant à chaud et voilà. Et en effet, le feu est chaud et brûlant. Ouais. Chaud et brûlant, c'est réalisé par une conscience tactile. Tactile, oui. Ouais. Et pourtant, on voit du feu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bonne question. Qu'est-ce qui se passe? Visuellement, on réalise la couleur du feu, ouais. Oui. C'est sûr que la conscience visuelle ne réalise pas le feu, mais elle appréhende la couleur du feu, et comme elle réalise la couleur du feu, elle réalise ce qui est d'une même entité avec la couleur. Donc on va dire que la conscience visuelle peut voir le feu, mais elle ne peut pas réaliser le feu.
Oui. Il n'y a que la conscience tactile qui peut réaliser le feu. Ouais, très bien. Donc la conscience visuelle peut voir la couleur du feu, donc elle voit le feu, mais elle ne réalise pas le feu. C'est une petite nuance, une petite porte de Oui, sortie. oui. Et sinon, c'est un peu compliqué, hein. On peut même voir de l'eau, parce que on est capable de voir la mer, de voir un lac, etc. Et pourtant, l'eau, c'est un objet d'appréhension d'une conscience tactile. Ouais. Donc c'est le même principe. Ok, très bien. Très bien. Ok. Donc en effet, pour les Gelugpa qui interprètent Acharya Dharmakirti, pour le Sautrantika, pas pour les Swatantrika ou Prasangika, mais pour le Sautrantika, qui suit le raisonnement, ils vont dire qu'en effet, une conscience visuelle euh, peut très bien réaliser une table. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, hein, quand est-ce qu'on analyse, si par exemple je vous demande de m'apporter une chaise et vous allez tout de suite regarder dans le temple où se trouve la chaise, vous n'allez pas analyser c'est une chaise parce qu'elle a 4 pieds, elle a un dossier, etc. Vous n'analysez pas, c'est pas conceptuel. Ouais. C'est juste votre conscience visuelle qui vous fait réaliser que voilà une chaise. Ouais. Donc c'est parce qu'on peut entraîner nos consciences sensorielles. On peut les entraîner. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti aussi. Quand on voit un serpent, hop, tout de suite, on est dans un moment de recul, tout de suite. On n'analyse pas, on ne dit pas, bah, c'est un serpent parce que ceci, parce qu'il n'a pas de bras, etc., pas de jambes, etc. On n'analyse pas. C'est automatique, parce que notre conscience visuelle, parce que peut-être il y a aussi peut-être les gènes qui sont impliqués là-dedans, il y a peut-être toute une histoire, peut-être le cervelet qui est en train de nous faire réagir, etc., etc. Mais en tout cas, en effet, on dira que visuellement, on réalise tout de suite un danger. Ouais. Donc, bien sûr, les Sakyapa qui interprètent Acharya Dharmakirti à la virgule près, parce que lui, au début, il est très précautionneux par rapport. Il débat avec des Nayayika, avec des tenants non bouddhistes pour lesquels une conscience visuelle est conceptuelle. Et lui, il dit non, surtout pas. Non, surtout pas. Donc, il est très précautionneux à dire que les consciences sensorielles sont libres de conceptualisation. Et donc, les Sakyapa qui l'interprètent à la virgule près disent ok, les consciences sensorielles ne peuvent pas réaliser une table parce qu'une table, c'est un objet conceptuel, alors que pas nécessairement. Ouais. Donc, il y a beaucoup de débats là-dessus. Ok. Très bien. Ok. En outre, la perception, pour être valide, doit être pertinente relativement à la nature inhérente de l'objet perçu. Donc ça, c'est les Swatantrika. Ouais. Pour les Prasangika, le vase ne possède aucune existence intrinsèque et objective, ou même inhérente. Même en termes conventionnels, il n'y a pas d'existence objective, intrinsèque, inhérente du tout, ni ultimement, ni conventionnellement pour les Prasangika. Ouais. Car ils n'acceptent pas l'existence d'une nature en soi, une nature intrinsèque par son propre mode son propre mode d'être, etc. Par conséquent, la perception visuelle qui appréhende son objet comme existant objectivement et possédant une nature intrinsèque est erronée pour les Prasangika. C'est juste le filtre des empreintes de notre ignorance qui nous fait percevoir les tables, les gens, etc. comme existant de manière inhérente, alors qu'ils sont dénués d'existence inhérente. Donc c'est nécessairement trompeur. Ouais. Très bien. Ok. Ainsi bien que les deux écoles madhyamika acceptent la philosophie de la vacuité, leur approche de cette question n'est pas la même. Désignant toutes deux l'ignorance fondamentale comme la cause première de toutes les souillures, elles perçoivent différemment les subtilités de cette perception erronée. Puisque, en effet, pour les Swatantrika, la distorsion de l'existence véritable n'apparaît pas aux consciences sensorielles, elle apparaît qu'à la conscience mentale. Alors que pour les Prasangika, la distorsion de l'existence, de l'apparence inhérente, d'existence inhérente, apparaît même aux consciences sensorielles. C'est-à-dire que pour les Prasangika, tous les êtres ordinaires ont des consciences erronées. Ils vont dire, les Aryas ont toute leur conscience erronée, sauf la réalisation directe de la vacuité. Et ils vont dire ensuite les Bouddhas, donc les Aryas, il y a des Aryas qui ne sont pas des Bouddhas et des Arya Bouddhas. Ouais. Et donc quand on parle des Arya Bouddhas, donc les pleinement éveillés, pour eux, il n'y a plus du tout de perception erronée. Ouais, parce qu'ils n'ont plus le voile cognitif. Ouais. Waouh, génial. Mais on pourrait dire, malgré tout, ok, pour leur perspective à eux, il n'y a plus de perception erronée. Ouais, il n'y a plus l'apparence d'existence inhérente parce qu'ils ont éliminé l'odeur de l'ail dans la boîte. Mais ils perçoivent toujours la distorsion, les apparences erronées au travers de notre esprit à nous. Puisque les Bouddhas sont omniscients, ouais, donc ils perçoivent la façon dont on perçoit les choses.
Donc s'il y a la distorsion de la fausse apparence d'existence inhérente qui nous apparaît à nous, et bien puisqu'ils sont omniscients, ils le savent aussi, ils le perçoivent aussi. Ok, mais selon leur propre perspective, il n'y a plus ça. Très bien, très bien, très bien. Ok, on a du temps? Waouh, c'est passé super vite. Pour moi, en tout cas. Pour moi aussi. Donc, on peut terminer peut-être juste ce passage-là, si vous voulez. Oui. Ok. Donc, leur approche de la question n'est pas la même. Désignant toutes deux l'ignorance fondamentale comme la cause première de toutes les souillures, donc ça, on l'a vu, ok. Ok, perception et relais. Toutes deux acceptent le fait que notre ignorance donne naissance à des émotions perturbatrices manifestes, telles que la soif, l'attachement et le fait de s'accrocher à la notion d'existence intrinsèque. Ok. Donc tout ça, c'est des distorsions, c'est des afflictions manifestes. Dans la mesure où les soi-tantrika croient à une forme de nature en soi, conventionnellement, ils n'acceptent pas l'idée que l'attirance envers ces objets, sur la base d'une telle croyance, soit erronée. C'est-à-dire que pour les swa-tantrika, si une table est jolie, elle est jolie de manière inhérente. Donc si on a de l'attachement par rapport à cette jolie table inhérente, pour eux, c'est même pas une affliction. C'est juste normal. Ouais. Parce que pour que ce soit une affliction, il faut que ce soit sous-tendu par l'ignorance fondamentale. Et pour eux, considérer que la table est jolie inhérente, de manière inhérente conventionnellement, pour eux, c'est même pas une affliction. C'est la réalité, c'est la nature des choses. Oui, mais donc la table, elle est jolie pour tout le monde. Exactement, ça serait ça un argument prasangika. Si elle était jolie de manière inhérente, tout le monde l'adorerait, mais c'est pas le cas. Et même la même personne qui l'a acheté, qui l'a trouvé super dans la vitrine, elle l'achète, ok, très bien, elle l'a saisie comme étant sienne de manière inhérente, etc. Les années passent, au bout d'un moment, elle pourrait même se taper le pied dans la table et vouloir la brûler, vouloir la balancer. Et donc, si la table était jolie et désirable en soi, elle devrait l'être tout le temps, pour tout le Oui. monde, dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est un argument prasangika pour dire il n'y a pas de table jolie en soi, de manière inhérente, même conventionnellement. Ouais, Ah, là, c'est catégorique, là, oui. exactement. C'est génial, c'est génial. Très bien, et donc c'est pourquoi, au contraire, les prasangika affirment que cette attirance est erronée et qu'elle est un exemple d'émotion afflictive, que c'est une affliction. Ainsi, parce qu'elles diffèrent dans leur identification des objets de réfutation et dans leur définition de l'ignorance subtile, les deux écoles comprennent différemment la nature des états d'esprit qui découlent de l'ignorance. C'est-à-dire que pour les prasangika, c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que même quand on n'a pas, même quand on a une forme d'attachement très subtile, c'est ce que dit Sasante dans cette série avec la vénérable Thupten Chodron. Ah. Mais 22 heures pile. Oui, Ouais. 22 heures pile. Ouais. Je crois qu'il n'a pas pensé au Wi-Fi. Il doit continuer de discuter. C'est peut-être le monastère qui coupe, c'est ça, le Wi-Fi? Oui, il faut qu'il se balance sur un autre Wi-Fi, apparemment. Ah. Ah. Ça y est. J'étais en train de parler. Oui, non, mais tu parlais sûrement tout seul. Voilà, je parlais tout seul. Qu'est-ce que je disais? Ça a figé à 22 heures. Hein? Bon. Ah. Ok, ça n'a pas été bien connecté, ok. Et là, c'est bon, ouais, vous m'entendez? Mhm. Ok. Oui. Je disais quoi quand ça a coupé? Là. Donc, je vais juste reprendre ce point-là, c'est que quand ça sentait avec cette nouvelle ça. série avec la Potential, c'est que quand on parle d'un attachement vis-à-vis du dharma, par exemple, on peut être attaché par rapport à un livre, ou même par rapport à un rituel, ou par rapport à certaines pratiques méditatives, etc. On peut avoir un attachement vis-à-vis du dharma, ça peut arriver. Et donc pour les autres écoles, c'est pas de l'attachement, c'est juste une attirance vis-à-vis des dharmas, etc. Et pour le prasangika, ça va être une forme d'attachement subtil. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on va exagérer certaines qualités, etc., on est déjà dans la saisie d'existence inhérente.
Et donc, dès l'instant où il y a cette affliction de saisie d'existence inhérente, même si c'est subtil, même si c'est pour un objet vertueux, eh ben, c'est quand même une affliction. Et l'attachement qui s'ensuit est nécessairement une affliction aussi pour le plasma sanguin, même si c'est une affliction subtile. Ouais. Ok, bravo, c'est magnifique. Magnifique. Parce que tout ce qu'on a vu au cours de toutes ces sessions pendant cette saison, c'est incroyablement porteur de mérite. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Surtout si on a eu une motivation positive. C'est ce que j'espère, c'est ce que j'imagine. C'est incroyable. Essayez de comprendre la méthode avec tous les autres chapitres de Shantideva et de comprendre la sagesse grâce à ce même chapitre. C'est énorme. C'est vraiment les deux méthodes qui nous permettent d'obtenir l'éveil. Et donc, si on le dédie à la longue vie des grands maîtres comme Saint Dalai Lama pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres, ces mérites continueront de se développer encore et encore jusqu'à ce que le fruit soit obtenu. Donc, c'est extrêmement vaste, extrêmement profond. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, on essaiera de se voir à la rentrée si tout va bien. Ouais. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Et passez un super été. Pensez-vous avec toi. N'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous avez des questions, on peut communiquer, tout ça. Hein. Donc, on n'est pas totalement coupés les uns des autres, on est tous interdépendants. Merci du fond du cœur et passez un super été. Ouais. Merci. Oui. Toi aussi. Au revoir. Bientôt. Bye bye. Merci et bonne semaine à tous. Oui, merci également. Bye. À bientôt, ciao. Bye. Salut.